Enquête surnaturelle. J'ai plongé et j'ai vu le désastre. La gorgone rouge, c'est un peu cette espèce parapluie que tout plongeur connaît. Une gorgone. Mais oui, j'ai su ce que c'était, mais je ne sais plus. Le parc national de Porquerolles a 60 ans de recul sur la gestion du milieu marin. C'est la Méditerranée quand même. Si vous ne faites pas attention aux gorgones, vous êtes en train de détruire ce qui est l'essentiel chez vous. Les gorgones prédisent-elles l'avenir ? Bienvenue à vous, auditeurs surnaturels. Moi c'est Estelle, je décrypte pour vous la biologie marine dans cette aventure mystérieuse. Je suis Héloïse, votre détective des phénomènes climatiques et physiques de la nature. Et moi Lisa, votre guide à travers la gestion des écosystèmes de notre planète. Dans le deuxième épisode, l'équipe examine les preuves et recherche les coupables. Qui sont les suspects ? Les indices s'accumulent et l'enquête remonte la piste d'un réseau de blanchiment des gorgones. Dans l'épisode 1, nous avons exploré la vie des gorgones, Paramuricea clavata. Les gorgones, souvent décrites comme les forêts du monde sous-marin, ne sont pas des plantes, mais bien des animaux appartenant au groupe des cnidaires, comme les coraux, les anémones et les méduses. Elles vivent en colonies, solidement fixées sur les rochers, et elles se nourrissent en filtrant l'eau comme le font les éponges. En Méditerranée, les gorgones forment des populations endémiques, c'est-à-dire qu'elles présentent des caractéristiques génétiques qui leur sont propres. Elles ont donc en elles-mêmes une grande valeur patrimoniale, d'un point de vue de leur conservation, et ce sont des organismes clés de l'écosystème coralligène, qui est un des plus riches en biodiversité marine. Elles offrent aussi une grande valeur paysagère au fond marin. Et c'est ce qui rend encore plus crucial de déterminer ce qui a bien pu leur arriver. Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont été aux premières loges de cet événement. Parmi eux, des plongeurs, des photographes sous-marins et des experts scientifiques. Le fin août, je sais autour du 20 août, je ne sais plus exactement la date, je fais une plongée de baptême sur le cap des Mèdes à Porquerolles, un très beau site qui va de la surface jusqu'à 20 mètres, qui est un site très très varié et sur lequel on a l'habitude de prendre des photos de gorgones. On avait l'habitude de prendre des photos de gorgones dans une quinzaine de mètres d'eau, ce qui est très confortable parce qu'on peut rester longtemps. Et je fais un baptême dans 3 mètres d'eau et j'observe des éponges grises qui ont des grosses taches blanches au milieu. Donc je m'approche un petit peu avec mon baptême, je regarde de près et l'éponge était comme en train de dégouliner, c'est-à-dire qu'elle avait perdu sa couleur et une partie de la matière, de la chair de l'éponge était en train de s'écouler comme si elle était, c'est pas comme si elle était vraiment en train de mourir. Donc j'ai vu ces éponges-là et j'ai un peu plus observé toutes les éponges que je croisais. Certaines n'avaient pas de traces de stress ni de mortalité, mais il y en avait quand même pas mal, particulièrement les éponges grises. Il y en a, si vous cherchez un petit peu dans les éponges, il y en a un grand nombre ici. Et donc tout de suite, le soir même, j'ai appelé les amis photographes et j'aurais dit, les gars, il y a des éponges qui sont en train de mourir. J'avais pas vu les gorgones parce que j'étais en train de faire un baptême, donc j'étais limité en profondeur. Je pouvais pas aller aux profondeurs où se trouvaient les gorgones. Et quand on est venu plonger pour faire les photos, on s'est rendu compte que les gorgones et les éponges étaient en train de mourir à grande vitesse. C'est-à-dire que là, en l'espace de 5 jours, on a vu des gorgones passer de pourpre avec les polypes déployés, magnifiques, à plus rien. C'est assez triste quand on arrive, qu'on voit ce champ complètement mort. C'est vraiment une perte de biodiversité, on s'en rend compte directement, quoi. Donc en fait, c'est lunaire, mentalement, ça a un impact en disant oui, il y a quand même un gros couac. On a eu comme un incendie marin en fait. Oui, on a l'impression de survoler un cimetière où, comme une forêt brûlée, on a les squelettes des arbres, ici on avait les squelettes des gorgones. Ce qui est frappant, c'est la cohérence entre tous ces récits. Même si chaque témoin a sa propre expérience, les témoignages se recoupent. Ils dépeignent d'un phénomène étonnamment rapide et brutal. On ressent l'émotion chez plusieurs témoins, ce qui traduit l'impact de ce qu'ils ont vu. Cependant, au-delà de l'émotion, il s'agit d'un phénomène scientifique que nous allons décortiquer pour comprendre ce qui s'est passé. Et comme en science, on doit d'abord chercher à comprendre le comment avant de s'attaquer au pourquoi, commençons par examiner de près ce phénomène de blanchiment. Première rectification des scientifiques, c'est sur le phénomène de nécrose que l'on va se pencher. Tristan Estac du bureau d'études Septentrion nous explique. Du coup, c'est pas du blanchiment, c'est juste de la nécrose, c'est le tissu vivant
qui va nécroser, qui va perdre son caractère vivant, et en nécrosant, qui va se déliter, et qui va laisser apparaître le squelette qui est en dessous. Et le squelette, il est plus ou moins blanchâtre selon les espèces. Sur la gorgone rouge, il est couleur crème, effectivement. Mais sur la gorgone jaune ou la gorgone blanche, par exemple, le squelette, il est de couleur marron foncé, voire noir. Donc c'est pas du blanchiment, c'est juste l'apparition du squelette. Une fois que le squelette est dénudé, la bataille commence. Dans les fonds marins, et le coralligène plus particulièrement, on peut parler ironiquement de la crise du logement. C'est-à-dire que le moindre centimètre carré est occupé et que les organismes sont sans cesse à la recherche d'espace. Ainsi, le squelette nu va rapidement être colonisé et servir de support de vie à tout un tas d'autres espèces sessiles, donc fixées, comme des éponges et d'autres animaux étonnants comme les bryozoaires, les polychètes qui sont des vers marins, etc., etc. Mais avec le poids de ces nouveaux résidents, ajouté aux forces du courant marin, ces squelettes de gorgones sont fragilisés et plus vulnérables à la rupture. Et dans les cas les plus préoccupants, quand la colonie subit une nécrose majeure et qu'elles sont énormément colonisées, les axes des gorgones fragilisées peuvent finir par casser, entraînant la disparition complète de la colonie. Il est temps à présent d'explorer les pistes qui pourraient provoquer cette nécrose. Mais le grand public, lui, qu'a-t-il retenu ? Que pense-t-il des causes de mortalité des gorgones ? Ils sont morts, par exemple, de plusieurs choses. Il y a des requins qui peuvent les manger. Il y a des méduses qui peuvent les électrocuter. Il y a des poissons. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je pense à la pollution des eaux. Clairement, mais je me doute que c'est la pollution, certainement. Je me trompe ou pas ? Alors, une espèce de bactérie ou quelque chose comme ça, peut-être ? Tout à l'heure, la pollution, les déchets, voilà, le tourisme marin. Peut-être que c'est une plante envahissante qui a pris sa place. Parce que j'ai entendu des trucs, des choses comme quoi à Monaco, ils ont perdu... Il y a eu trop de sel dans la mer, quoi. Du coup, le sel, il est arrivé trop dans la mer et du coup, elles n'ont pas survécu. Eh bien, soit au rejet de matière, de produits chimiques dans la mer pour se débarrasser des déchets qui sont entre guillemets safe. Je pense que c'est ça principalement en fait. Je pense que c'est ça, ouais. Faut arrêter de lancer de la javel dans la mer. Le stress dû au bateau qui passe au-dessus. Et forcément, avec toute l'activité humaine qu'on fait aussi, les pétroliers qui passent, les paquebots, les transports dans tous les sens, ça implique forcément des accidents, ça implique forcément de la pollution dans l'espace sous-marin. Alors, si je ne dis point de bêtises, c'est à cause de l'acidification de l'océan. Alors, je crois que le record de température dans la mer Méditerranée a été atteint en 2022. On était à 3-4 degrés de plus que d'habitude, je crois. Et elles apprécient pas trop ça. Peut-être qu'elle a coulé. Bon, si on veut déterminer les causes potentielles de la nécrose des gorgones rouges, il faut qu'on considère tout un spectre varié de perturbations environnementales. Des facteurs qui peuvent être de nature biologique, physique ou chimique. Et chacun d'entre eux peut être d'origine naturelle, c'est-à-dire découlé de processus écologiques, ou anthropiques, résultant de l'influence de l'homme sur l'environnement. Et en plus, ces facteurs peuvent s'entrecouper, interagir, se superposer. Alors, envisageons d'abord la possibilité que les gorgones rouges soient mortes de causes naturelles, comme la vieillesse. On sait que ces créatures peuvent vivre très longtemps et leur croissance est lente. Un individu d'1 mètre peut avoir un peu plus de 50 ans. Après, on a aussi des nécroses qui apparaissent de manière naturelle ou des nécroses qui peuvent apparaître de manière partielle. Et on va atteindre des valeurs de 10, 20%, 30% de la colonie. Et dans ce cas-là, la colonie ne va pas mourir, ça va juste perdre une partie. Comme si nous, on avait un doigt qui nécrosait, par exemple, et qu'on nous amputait un doigt, on peut toujours vivre avec. C'est pareil sur les gorgones. Et les données montrent que le taux naturel de nécrose varie généralement entre 0 et 10%. Les observations des colonies touchées montrent un taux plus élevé avec un squelette apparent important. Par ailleurs, la diversité en taille de ces colonies indique qu'elles n'ont pas le même âge. Donc l'hypothèse d'une mort par vieillesse semble peu probable. Si elles ne sont pas mortes de vieillesse,
pourrait-elle avoir subi une maladie comme une infection bactérienne? Ça peut être des maladies, des pathogènes qui viennent se fixer sur la gorgone, qui vont avoir leur état de santé qui diminue, qui vont du coup changer l'allocation de leur énergie, donc on parle de fitness, et qui vont par exemple laisser une partie nécrosée pour pouvoir conserver de l'énergie sur la reproduction ou l'alimentation. Parmi les autres causes naturelles, il y a aussi les courants marins, qui peuvent causer des frottements répétés, entraînant blessures et nécroses. On le voit bien dans les zones où les courants sont forts. Sans parler des autres événements climatiques violents comme les tempêtes ou les ouragans qui sont capables d'arracher littéralement ces organismes fragiles de leurs rochers. Et en ce qui concerne les activités humaines qui peuvent avoir un impact, il y a le secteur nautique, avec des activités comme la plaisance. Alors parfois, les ancres des bateaux vont racler les fonds marins, ce qui peut endommager bien sûr le squelette des gorgones. Et surtout, ce sont les contacts répétés qui peuvent abîmer, déraciner, voire entraîner la destruction d'organismes tout entiers. Après, on a un impact du mouillage. Ça arrive plus rarement que dans la Posidonie, mais ça arrive quand même que les bateaux de plongée, même parfois, ou en tout cas les plaisanciers, aillent mouiller sur un tombement de coralligène ou une population de gorgones peu profonde. Et là, l'encre, elle va faire exactement pareil que dans la Posidonie, ça va décimer la population qui est à côté. Et on a aussi un impact de la pêche de loisirs. Les fils de pêche, les pêcheurs qui viennent coincer leurs hameçons, leurs plombs et leurs leurres dans les gorgones et qui tirent dessus pour récupérer leur ligne de pêche, ça impacte clairement les gorgones. Si vous allez sur des sites de plongée qui sont aussi des sites de pêche, on retrouve très souvent des hameçons coincés et des fils de pêche entortillés dans les gorgones. Donc ça a aussi un impact avéré. Et le dernier, c'est la pêche professionnelle, où là on peut avoir des filets perdus ou pas perdus qui vont avec le courant venir recouvrir un tombant de coralligène et du coup soit arracher mécaniquement, soit étouffer les gorgones par-dessus. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une étude menée à Portofino en Italie. Les chercheurs ont constaté un nombre considérable de lésions, de blessures sur les gorgones, et elles sont directement liées aux activités de pêche et de mouillage. Les dégâts vont ensuite favoriser la colonisation par des nouveaux organismes. Cela va entraîner un stress mécanique plus important à cause de la résistance qui est plus forte des colonies au mouvement de l'eau. Ensuite, des organismes comme les vers marins vont exploiter ces squelettes, vont creuser des trous et cela va rendre encore plus fragile la structure de la colonie. Et le coralligène constitue un paysage très recherché par les plongeurs sous-marins. La plongée, malgré son attrait, n'est pas sans conséquence. Elle peut provoquer une érosion mécanique des fonds marins due au mouillage des bateaux qui amènent des plongeurs. Mais aussi tout simplement à cause des coups de palme des plongeurs, surtout si ce sont des novices. À ce sujet, une étude du Staresso en Corse a été réalisée sur l'impact qui n'est pas toujours provoqué par l'inexpérience. Dans un premier temps, l'équipe a demandé aux palanquets de plongeurs d'auto-évaluer le nombre de contacts qu'ils avaient avec le milieu marin au cours d'une plongée. Il en est ressorti qu'il y avait en moyenne 40% de contacts. Puis l'observation a été renouvelée, mais cette fois-ci avec des plongeurs du bureau d'études, et là, l'estimation est passée à 85%, soit une moyenne de 9 contacts par plongeur toutes les 10 minutes. Alors cela ne signifie pas que les clubs de plongée ont menti sur les résultats, mais on découvre qu'il y a un biais observateur. Parmi les observations, on compte environ 36% de contacts involontaires, souvent des coups de palme, généralement provoqués par des débutants. En revanche, 14% des contacts sont volontaires, majoritairement avec les mains. Et dans 50% des cas, on observe les deux types de contacts. Paradoxalement, ce sont les plongeurs avec de l'expérience, un appareil photo, et donc une bonne flottabilité, qui vont avoir le plus de contacts avec le substrat de manière volontaire. C'est une question de fréquence. Plus un site est populaire, plus il risque d'être endommagé. Le risque de dégradation est malheureusement directement lié à la fréquentation des sites. Le simple fait de s'appuyer sur un rocher pour prendre une photo ou de récolter des échantillons peuvent nuire gravement à ces écosystèmes. À travers ces deux exemples, la plaisance et la plongée, je trouve qu'on comprend bien pourquoi il est important de réguler ces activités. Donc je pense par exemple aux programmes de sensibilisation qu'il existe dans les parcs nationaux et qui sont à destination des plongeurs amateurs, mais aussi tous les programmes qui touchent les professionnels.
Justement, on peut aborder maintenant la question des équilibres écologiques. Une des composantes clés, c'est le réseau trophique qui englobe l'ensemble des chaînes alimentaires. Dans les écosystèmes, la régulation des populations en fait se fait du haut vers le bas, c'est-à-dire par les prédateurs, ou du bas vers le haut, par la disponibilité des ressources alimentaires. Une pression de prédation qui est excessive, ou à l'inverse, une pénurie de ressources, vont impacter les populations. Alors pour ma part, je ne connais pas de prédateurs des gorgones, mais nous avons demandé à Tristan Estac. Effectivement, c'est des animaux sessiles, donc ils vivent fixés sur le fond, ils ne peuvent pas bouger. Des prédateurs dans le sens où il y a un poisson qui viendrait manger une gorgone, ça n'existe pas à ma connaissance, je pense que ça n'existe vraiment pas. Il n'y a pas de prédation au sens un animal qui viendrait croquer des morceaux de gorgone. Par contre, il existe souvent un lien entre la disponibilité alimentaire et la physiologie des espèces. Ça va influencer leur résistance aux facteurs de stress. Donc si on part du principe que les ressources sont limitées, elles doivent être allouées entre différents processus vitaux. Donc tout ce qui concerne la survie d'un individu, pour une gorgone, ça va être par exemple le maintien des tissus, la régénération, la croissance, et d'autre part, la reproduction de l'individu. Alors, si les colonies de gorgones souffrent d'une pénurie alimentaire, on peut penser que ça aurait pu les rendre plus vulnérables. Mais c'est possible que les gorgones meurent de faim ? En fait, en Méditerranée et dans le milieu marin en général, il y a des cycles saisonniers qui contrôlent fortement la production primaire, c'est-à-dire la nourriture disponible pour les organismes des fonds marins. Le retour des beaux jours va faire proliférer le phytoplancton, c'est ce qu'on appelle un bloom phytoplanctonique. Et cette grande quantité de nourriture va favoriser le développement du zooplancton, et ainsi de suite, en suivant la chaîne alimentaire. Oui, et comme les gorgones se nourrissent de zooplancton, toute perturbation qui va réduire les ressources alimentaires peut effectivement impacter leur capacité à emmagasiner de l'énergie. Ça peut affecter leur survie, mais aussi leur reproduction. Toujours en lien avec les équilibres dans les écosystèmes, il y a aussi la question des invasions biologiques. Alors souvent, les espèces envahissantes, elles posent problème aux espèces locales parce qu'elles sont plus compétitrices, elles exploitent mieux les ressources et elles n'ont pas de prédateurs. Certaines d'entre elles, il faut dire qu'elles sont particulièrement douées pour la compétition spatiale. Elles peuvent même prendre la place des espèces autochtones. Par exemple, il y a le cas de l'algue filamenteuse qui est présente depuis les années 80 en Méditerranée. On la surnomme barbe à papa, elle prolifère au printemps et préoccupe les clubs de plongée. C'est flou, en fait ça donne un fond qui est relativement flou et ça bouge légèrement avec la houle. Et on voit plus les algues, on a cette espèce de mousse ou de tissu, enfin, c'est relativement vague, c'est pratiquement pas palpable, on passe la main dedans, on sent presque rien. Et voilà, on a plein de filasses accrochées, ça part en morceaux si on la déchire, donc c'est capable, je suppose, de se multiplier à partir du moment où on la déchire, on la met en morceaux, de toute façon elle va continuer à vivre. Bonjour, je suis Yann Valton, je suis le président du Festival Galatea, je suis également président de l'association Déclic Bleu Méditerranée qui fait des photos sous-marines et qui cherche à sensibiliser le maximum de personnes autour des beautés sous-marines et des fragilités du monde marin. Je suis photographe cadreur professionnel, plongeur professionnel et aussi moniteur de plongée professionnel. J'ai peu observé de mortalité. Les algues, on les voit s'accrocher aux gorgones, on se dit oh là là, ça va être terrible. Sauf que quand on repasse 2 jours après, il y a eu un bon coup de courant et toutes ces algues filandreuses finissent par partir avec le courant. Cette algue apparaît avec le réchauffement de l'eau au printemps et disparaît normalement avec les vents en été, car ils refroidissent la température de l'eau. Toutefois, si le temps reste chaud et calme, les algues persistent et peuvent recouvrir les organismes sessiles. Ça étouffe tout ce qu'il y a en dessous. Ça va obstruer l'apport de lumière, perturber l'alimentation des organismes et empêcher l'oxygénation de l'eau. Parce que en fait, ça va être le même problème que les marées vertes en Bretagne. Si on a de l'eau chaude mélangée à de l'apport en nitrate via les intrants de l'agriculture, ce genre de choses, on peut avoir des grosses proliférations de cette algue filamenteuse. Nous, à Marseille, ça arrive tous les étés, mais ça arrive en moins grande proportion que ce qu'on peut voir dans le Var, par exemple. Il peut y avoir un impact avéré sur les gorgones, mais on ne parle pas de mortalité massive. En somme, les colonies de gorgones sont soumises à des pressions continues, qu'elles soient naturelles ou liées aux activités humaines. Mais ce que nous avons observé cet été, c'est quand même une mortalité exceptionnellement élevée, en un temps record, et c'est ce qui se distingue des pressions habituelles. Alors ce que nous savons avec certitude, c'est que le coralligène,
l'écosystème auquel appartient la Gorgone, est extrêmement sensible à l'envasement et plus généralement à la qualité de l'eau. L'île de Porquerolles et l'île du Levant ne sont pas soumises à la même dynamique sédimentaire. L'île de Porquerolles est influencée par la rade d'Hyères et reçoit des sédiments de son bassin versant. A l'inverse, l'île du Levant est située à l'est et jouit de conditions plus favorables avec des eaux relativement claires. Et c'est pourquoi l'herbier de Posidonie est si vital pour la santé du coralligène, car il minimise l'envasement. Si le coralligène a été surnommé la forêt marine, l'herbier de Posidonie, lui, il peut être comparé à une prairie. Cet autre écosystème clé de Méditerranée joue un rôle important de piégeage de sédiments. Alors s'il est en mauvais état, par exemple à cause d'une ancre qui aurait arraché une partie de l'herbier, il ne peut plus assurer ce rôle et cela va augmenter la turbidité de l'eau, car les sédiments se retrouvent en suspension. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment des écosystèmes apparemment distincts sont en réalité interdépendants. Un déséquilibre dans un secteur donné peut avoir des effets dominos sur d'autres écosystèmes. D'ailleurs, puisqu'on évoque la qualité des eaux, je pense qu'on peut écarter la piste d'une pollution ponctuelle et inhabituelle causée par l'homme. En effet, il n'y a eu aucune activité humaine anormale signalée près des sites, que ce soit celui de la Côte Bleue, des Calanques ou encore celui de Porquerolles. Et est-ce que ça pourrait pas être une pollution industrielle à Marseille, par exemple, qui aurait été transportée par les courants marins jusque vers le parc national de Porquerolles ? Non, car les courants ne vont pas dans ce sens. Et même si c'était le cas, nous aurions constaté un décalage dans le temps du phénomène de nécrose. Mais les témoignages montrent que les événements se sont déclenchés presque simultanément sur tous les sites. Après, on peut quand même se demander si la pollution auquel elles sont soumises de manière habituelle n'a pas pu les affecter. C'est d'ailleurs une inquiétude chez le grand public, car c'est une hypothèse qui est revenue régulièrement. Didier Aurel, qui est chercheur à l'Institut méditerranéen d'océanographie, collabore avec Tristan Estac pour étudier ce phénomène. Alors, il est clair que la pollution peut impacter ces organismes, c'est clair. La pollution, dans le sens pollution atmosphérique type CO2 ou polluant dans l'air, dans ce sens-là, je pense pas que ça va avoir un impact sur les Gorgones. Par contre, la pollution en mer, type rejet d'eau usée et ce genre de choses, ça a un impact sur, de toute manière, tous les organismes qui sont en mer, dans le sens où on retrouve, dans les eaux usées, il y a tout un tas de bactéries, de virus potentiellement pathogènes pour les Gorgones. Mais les Gorgones, nous on a fait un test, on a transplanté des Gorgones sur un site qui était considéré peu pollué à Marseille vers un site considéré comme extrêmement pollué, puisque c'était à proximité de l'émissaire des eaux usées. Et donc ce qu'on va regarder, là on n'a pas encore les éléments, mais on va regarder comment réagissent ces Gorgones au niveau physiologique quand elles sont soumises à la pollution. Donc en fait, les pollutions, j'aurais peut-être dû commencer par là, elles sont multiples, hein. Ça peut être des pollutions par des métaux lourds, par des composés organiques, des hydrocarbures, des pesticides, des choses comme ça. Et donc là, c'est tout un pan qui reste à étudier, de comprendre l'impact de chacun de ces éléments sur les Gorgones. Et ça, on sait assez peu. Ce qu'on sait, c'est qu'on voit effectivement que près de sources de pollution, il y a des Gorgones qu'on n'aura pas, c'est clair. Et on a fait de la microbio sur les Gorgones pour voir ce qui se passait. Et on est passé de 135 taxons bactériens à peu près sur le site sain à 400 et quelques sur les Gorgones qu'on avait mis dans les eaux polluées. Et en fait, on retrouve dedans tout un tas de bactéries, virus potentiellement pathogènes qui ne sont pas censés être dans les Gorgones. Tout indique que nous sommes confrontés à une modification environnementale de grande ampleur et non à un incident isolé. Un phénomène qui préoccupe le grand public, c'est d'ailleurs l'acidification des océans dont les médias ont beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les anomalies thermiques. Il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était le microplastique. Et il y a 5, 6, 7 ans, c'était l'acidification des océans où on parlait de coquilles de crabes qui fondaient sur place et tout ça. Alors, pour expliquer le phénomène, les océans participent en grande partie à l'absorption du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère. Lorsque le CO2 atmosphérique rencontre la surface de l'océan, il est dissous dans l'eau. Une réaction chimique se produit alors et il va y avoir production d'acide carbonique qui va ensuite se dissocier en bicarbonate et en ions hydrogène, des ions H+. Ce sont ces ions-là qui sont responsables de l'acidité. Et au cours des dernières décennies, il y a eu une augmentation des émissions de CO2 anthropiques, c'est-à-dire produites par les activités humaines, associée à une augmentation globale des températures qui accélère le processus de dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau. On a donc globalement de plus en plus d'ions H+ dans les océans qui tendent donc à s'acidifier. Quand les médias et les scientifiques ont commencé à en parler, ça a beaucoup inquiété le grand public.
Comme le disait Tristan, les gens s'imaginaient déjà voir les crustacés se dissoudre dans l'eau ou devoir se baigner dans des eaux acides. C'est pas vrai. Aujourd'hui, l'océan, on parle d'acidification parce qu'on va vers une acidification, mais la moyenne mondiale de l'océan, c'est toujours de l'eau basique. On n'est pas encore sur un océan acide. Et de toute manière, les gorgones, elles n'ont pas de squelette calcaire, donc le problème de l'acidification des océans, c'est que ça dissout ça empêche la précipitation du calcaire chez les organismes qui s'en servent pour construire leurs coquilles, ce genre de choses. Donc sur les gorgones directement, même si on était plus avancé vers l'acidification, je pense pas que ça aura un impact, en tout cas pas sur la transformation du squelette, puisqu'il n'est pas calcaire. On en est très loin, et je crois que les prévisions données pour 2100 sont encore assez... c'est un processus très lent, l'acidification des océans. Donc même pour 2100, on ne sera pas encore sur un océan acide, ou en tout cas pas à l'échelle... pas moyenné à l'échelle de l'océan global, et pas non plus moyenné à l'échelle de la Méditerranée. Après, il y a quand même des spots particuliers dans le monde où on a déjà de l'eau acide, souvent à proximité des volcans sous-marins. Donc en Méditerranée, on a du côté des îles éoliennes en Italie, on a le Stromboli par exemple, où là-bas il y a du gaz qui sort sous l'eau. Et là-bas, l'eau est très acide. Si vous mettez la main dedans, vous brûlez par la chaleur, mais aussi par l'eau qui est acide. On a pareil à Panarea en Atlantique. Et là-bas, il n'y a pas grand-chose qui pousse du coup, mais c'est juste que là, l'eau est clairement trop acide et que du coup, il n'y a pas trop de vie qui se développe, ou en tout cas, la vie qui se développe, elle est adaptée. Mais en tout cas, ça ne fera pas fondre les gorgones, l'acidification des océans. Cela renforce l'idée que nous devons examiner les tendances climatiques et les anomalies météorologiques qui pourraient influencer de manière globale ces écosystèmes fragiles. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que dans le communiqué de presse était mentionné un événement météo. Oui, un orage a eu lieu peu de temps avant la mortalité massive des gorgones. Et c'est vrai que les orages peuvent entraîner un apport soudain de nutriments et de sédiments, et parfois des polluants dans la mer, ce qui peut modifier la qualité de l'eau. Mais en l'occurrence, c'est une fausse piste, car l'orage est loin d'être la seule anomalie. Pendant l'été 2022, la France a enregistré 33 jours de canicule terrestre, mais sous les vagues, la situation était bien pire. La mer Méditerranée a souffert de plus de 70 jours de canicule marine. C'est le pire stress thermique des 20 dernières années avec des températures records et une durée inégalée. En milieu marin, on pourrait parler de canicule. Alors une vague de chaleur, ça se définit. On peut trouver dans les articles des définitions de vagues de chaleur qui vont être, par exemple, si on passe plus de 5 jours ou un nombre de jours qu'on va passer à une température qui est observée que dans moins de 5% des cas habituellement à cette période de l'année, par exemple. Et en plus des températures élevées, il y a eu une longue période sans vent. Habituellement, le Mistral, qui est un vent qui descend de la vallée du Rhône, permet de refroidir les eaux de surface et de mélanger la colonne d'eau. C'est une des composantes importantes de l'écosystème marin méditerranéen. Vincent Bardinal, qui est garde-moniteur au Parc national de Porquerolles, nous le décrit. Il faut savoir que la Méditerranée, c'est une mer dite chaude. On est à 13 degrés de moyenne. En surface, ça varie beaucoup, mais après en profondeur, ça reste assez stable. On est entre 10 et 12 degrés, donc d'où la moyenne de 13 degrés. Donc en hiver, en surface, on est à 12-13. Là, on commence à monter, on est déjà à quasiment 19 degrés. Donc il y a des grosses variations, et en général, on va avoir 20 degrés, 28 degrés sur 15 mètres de profondeur. Puis après, ça diminue, on a des thermoclines, donc des changements de température assez importants. À partir de 15, après ça peut varier. Et là, cet été, on a eu 28 degrés pendant plus d'un mois et demi, jusqu'à 25 mètres de profondeur. Un coup de vent refroidit la Méditerranée. Un gros coup de vent pendant 15 jours du Mistral, on redescend les températures. Si l'on considère les orages extrêmes et les canicules sous-marines, il devient évident que nous assistons aux effets du changement climatique. Les températures élevées de l'eau exercent une influence directe sur l'atmosphère en augmentant l'énergie et l'humidité disponibles. Et c'est donc les températures qui peuvent avoir déclenché des orages extrêmement violents. L'orage d'août 2022 ne doit donc pas être vu comme un événement isolé, mais comme un symptôme d'un système déréglé par la canicule marine. Et les organismes marins supportent généralement moins les grandes variations de température que les organismes terrestres qui, eux, ont l'habitude de subir une plus grande amplitude de température. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que ces gorgones, elles ont une thermotolérance qui est fixe. Et quand elle est dépassée, la thermotolérance, donc ça va être par exemple pour la gorgone rouge, une vingtaine de jours à 25 degrés,
ou 3-4 jours à 28 degrés et 29 degrés. Et donc quand on dépasse la thermotolérance, l'espèce, ça lui offre un stress thermique qui va induire des nécroses. Et donc on va voir petit à petit la nécrose s'étendre sur la gorgone et aller jusqu'à 100% de la colonie, et la colonie va mourir. Et pour aggraver les choses, le changement climatique intensifie la stratification de la colonne d'eau, ce qui se traduit par des couches d'eau qui ne se mélangent plus efficacement. Ce phénomène limite la remontée de nutriments essentiels, ce qui réduit la disponibilité alimentaire pour la faune marine et menace ainsi les populations, y compris les gorgones. Alors en fait, les facteurs se superposent et il peut y avoir des effets cumulatifs. Par exemple, la démographie des gorgones ne joue clairement pas en leur faveur. C'est une espèce à croissance lente, donc elle est plus sensible au changement, que ce soit pour le taux de survie, la croissance ou la reproduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce type d'espèce, chaque changement va avoir un impact important non seulement pour la survie des individus, mais va aussi influencer la dynamique de la population globale. C'est ce qui fait que l'augmentation des perturbations anthropiques va aggraver le déclin de ces populations. À ce sujet, une équipe italienne a mené une étude génétique très intéressante. Ils ont collecté des échantillons de communautés bactériennes associées à la gorgone rouge à différents emplacements géographiques, différentes profondeurs, avec des niveaux de perturbation anthropique et des états de santé variables. L'analyse comparative a donné des résultats inattendus. Un agent pathogène appelé Vibrio coralliticus a été uniquement retrouvé sur les populations se situant sur des sites dégradés par les activités humaines. Cela implique que les perturbations liées aux activités humaines jouent quand même un rôle plus important qu'on ne le croit dans l'état de santé des populations marines. Est-ce que le Vibrio qui a été mis en évidence, qui est le Vibrio coralliticus, qui a impacté les gorgones, et qui peut impacter les gorgones, est le seul qui impacte les gorgones dans le cas d'une vague de chaleur, je pense qu'on ne sait pas encore complètement, parce que en fait les gorgones sont associées, tout comme d'autres organismes, aussi à une diversité de bactéries autour d'elles, et ça forme ce qu'on appelle un holobionte. Donc la gorgone vit en association avec des bactéries, certaines sont peut-être avantageuses, d'autres ne servent à rien, et puis certaines sont désavantageuses. Donc est-ce que pendant les vagues de chaleur, il y a d'autres bactéries qui créent des mortalités ? Je pense qu'on ne le sait pas encore forcément. Et une des choses qu'on voudrait regarder suite aux échantillonnages de 2022, c'est effectivement est-ce qu'il y a des changements dans ces mortalités. Et un des partenaires que j'ai oublié de citer dans le cadre de ce projet, c'est le Centre scientifique de Monaco qui va s'intéresser à ces questions-là. Donc il est possible qu'il y ait d'autres bactéries qui interviennent. Et ce qui est aussi possible, c'est que dans le cas des mortalités, peut-être qu'on va perdre des bactéries favorables et que c'est ça aussi qui intervient dans le développement de la mortalité. Et que ça laisse la place à des bactéries défavorables, entre guillemets. En fin de compte, c'est l'effet combiné de la haute température et de la longue durée qui a provoqué l'incendie dévastateur des forêts de Gorgone. Des études vont dans le sens d'une combinaison de facteurs. Des événements stressants liés au climat, comme l'apparition d'anomalies de température et de périodes de famine, mais aussi la présence de pathogènes virulents dans les habitats dégradés par les activités humaines. Tout va se combiner, interagir pour affecter l'immunité des gorgones et déclencher des épidémies de mortalité. Et la mortalité des gorgones représente en fait bien plus qu'un simple décompte de spécimens disparus. C'est tout un écosystème qui se trouve menacé. Ces organismes, qui ne sont pas des individus isolés mais qui vivent en colonies, construisent des habitats qui abritent une riche diversité d'espèces. Par conséquent, leur disparition va entraîner la dégradation, voire l'effondrement d'un écosystème entier, avec des répercussions importantes pour toute la biodiversité marine. Et donc effectivement, il n'y a pas que les gorgones qui meurent. Si la gorgone meurt, il n'y a plus cet espace de protection, donc les espèces en dessous vont se retrouver en danger. J'ai entendu parler qu'il y avait des pingouins la dernière fois qui étaient dans le port de Hyères, je crois. Tout est lié sur cette planète. Il faut arrêter de croire que on peut supprimer un élément sans affecter l'ensemble. La toile du vivant, elle est solide parce que c'est un ensemble de diversité et parce que les interdépendances sont fortes. En mer, et surtout, la mer, c'est le premier endroit où les impacts du réchauffement climatique interviennent. Après, ça va être le terrestre, mais le premier, c'est la mer. Alors oui, clairement, le changement climatique, ça peut engendrer des pertes d'emplois. Dans le prochain épisode, l'équipe continue de démêler les fils de cette enquête complexe. De nouvelles victimes sont découvertes et des liens étonnants avec d'autres affaires sont révélés. Les réseaux écologiques et économiques sont mis en lumière.
Les gorgones prédisent-elles l'avenir ? Ce podcast de vulgarisation scientifique vous est proposé par Média Nature. Merci de votre écoute, auditeurs surnaturels. Un grand merci à tous nos témoins et nos experts, ainsi qu'au Parc national de Port-Cros pour son soutien. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à plonger dans la description de l'épisode. Et si cette immersion dans le mystère marin vous a plu, abonnez-vous et partagez pour soutenir notre travail. Restez à l'écoute pour de nouvelles aventures scientifiques, naturelles et mystérieuses.